Goedemorgen allemaal. We zijn opnieuw op het plein van Brussel Centraal in onze wachtkamer. Nous sommes de nouveau à Bruxelles, au cœur de Bruxelles, à la côté de la gare centrale, pour notre troisième table ronde à l'occasion de la journée des maladies rares. Dus voor Zeldzame Ziektedag. We hebben dat tot 3 dagen gerokken dit jaar. En we zijn hier vandaag met 4 deelnemers voor een gesprek over expertise voor zeldzame ziekten. Ik heb 4 deelnemers, maar ik heb ook een co-piloot in dit gesprek. En ik ga haar zich eerst even laten voorstellen en dan gaan we horen wie de andere deelnemers zijn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Eva Scouters, directeur de Radiorc. On est ici avec 4 participants et aussi mon copilote dans l'échange, c'est Maria Barré. Je laisse d'abord elle s'introduire et puis les autres participants. Bonjour, je suis Maria Barea, je suis la présidente de l'association des patients VASCAPA, que c'est pour les anomalies vasculaires en Belgique. Et en tant que proche des patients, je suis ici pour essayer d'avancer les choses pour les maladies rares. Merci. Ok, et pour les autres participants, on va juste suivre hier de volgorde van de deelnemers, beginnende bij een korte introductie van Albert Kounet. Albert Kounet, je suis président de la Ligue Huntington francophone. Nous avons une ligue flamande également avec laquelle nous sommes en contact fréquent. Et en 3 mots, la Ligue Huntington, c'est une maladie neurodégénérative incurable à ce jour qui touche grosso modo 1000 personnes en Belgique. Eddie? Goedemorgen, ik ben Eddie de Nekkere. Ik kom uit Kortrijk, ik ben neuroendocrine tumorpatiënt van de pancreas met uitzaaiingen in de lever. Ik ben de diagnose gekregen in 2014 en in 2017 ben ik voorzitter geworden van de VZ2 NET en menkanker. We hebben dus 2 pathologieën, NET, neuroendocrine tumor zoals ik zei, en multiple endocrine neoplasie, dat is een erfelijke ziekte. Wij bestaan ondertussen met onze vereniging dit jaar 10 jaar. Goedemorgen, bonjour à tous. Ik ben Gunther Gijzen. Ik ben adviseur van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank van den Broeke, het federale niveau. En ik ben zeer blij om hier te zijn vandaag om deel te nemen aan het panelgesprek. Canton de Vouvoire. Bonjour, je suis le professeur Laurence Beaune. Je coordonne le Centre des anomalies vasculaires aux cliniques universitaires Saint-Luc, qu'on a créé maintenant il y a 32 ans. Et vu l'importance de ces maladies rares, on a créé une association de patients, VASCAPA, dont nous sommes très contents que Maria soit la présidente parce qu'elle est très très active. Et donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Goed, en dan gaan we beginnen met een aantal gedachten te horen over wat expertise is. Maar ik ga eerst misschien beginnen bij onze patiënten, want uiteindelijk Radiorg is de stem van de patiënten met de zeldzame ziekte. Dus we gaan beginnen met Albert en Eddie om eens te horen. Kan je misschien om te beginnen eens vertellen wat uw ervaring is met Huntington, wat Huntington juist is en wat volgens jullie optimale expertise voor Huntington inhoudt? Ok, merci Eva. Je pourrais commencer à dire tout ce qui ne va pas et on en serait là pour longtemps parce qu'il s'agit d'une maladie neurodégénérative, incurable, elle est héréditaire. Bon, mais je vais commencer par quelque chose de positif pour montrer comment on a pu construire au fil des ans une relation entre le monde scientifique et les associations de patients de façon à apporter le meilleur soutien possible aux malades. C'est une histoire qui commence en 1960 aux États-Unis. Le chanteur Woody Guthrie, très célèbre à cette époque-là, comme peut-être le plus grand des chanteurs contestataires des années 30-40, est mort de la maladie de Huntington. 2 de ses enfants plus tard sont décédés aussi, et il a laissé un héritage considérable, 1400 chansons dont certaines sont très connues. Je ne vais pas en chanter une parce que vous partiriez tous, mais elles sont très connues, vous les entendez régulièrement. Sa veuve s'est retrouvée à la tête d'une fortune en disant « Qu'est-ce que je vais faire d'utile avec ça ?» Et on lui a dit « Crée une association ». Et elle a créé une fondation d'une part et une association de patients d'autre part. Et c'est le début de la lutte contre la maladie de Huntington dans les années 60.
Ça a conduit aux États-Unis à mettre en place une société, on va dire un institut de recherche à but non profit, et à côté de ça, une association de patients en parallèle. Cette association de patients a ensuite grandi vers différents États à l'intérieur des États-Unis et puis a émergé en Europe. La même chose pour la partie scientifique qui s'appelle CHDI, Cure Huntington Disease Initiative, qui a émergé en Europe vers une branche basée à l'université de Ulm, qui a continué à travailler avec les associations de patients. Nous sommes aujourd'hui des dizaines de milliers de par le monde à collaborer pour aider les patients, les soutenir, leur communiquer les informations et partager les connaissances autant que possible avec ceux qui la possèdent, c'est-à-dire avec des référents techniques, avec des savants qui connaissent la maladie puisqu'elle est incurable à ce jour, alors qu'elle ne relève que d'un seul gène muté. Un seul gène, et on le connaît depuis 25 ans et on n'arrive pas encore à le corriger. Bon, je passe la parole à mon collègue maintenant, j'ai assez parlé pour le moment. Attends, Albert, la question était en fait, pouvez-vous nous expliquer votre expérience avec la maladie d'Huntington et ce que est l'expertise pour vous sur cette maladie? Merci Eva, je faisais la publicité de l'organisation pour commencer. Et bien. Mon expérience avec la maladie, elle est assez rare parce qu'elle n'était pas connue dans ma famille. Or, c'est une maladie héréditaire. Il se fait que c'est une maladie qui progresse qui peut progresser au fil des générations. Quand elle est transmise par les mères, elles transmettent à un niveau qu'elles ont de la mutation génétique, et donc pas plus. Et quand il s'agit des pères, les pères produisent des spermatozoïdes tout au long de leur vie, et ils peuvent produire une augmentation, une aggravation de la maladie. C'est comme ça que j'ai pris connaissance de cette maladie. J'ai su plus tard que j'en ai hérité de ma maman qui n'a jamais montré aucun symptôme. Je l'ai passé à mon fils de manière beaucoup plus grave, qui lui est décédé il y a une dizaine d'années. Il a été très difficile de le diagnostiquer dès le moment où nous ne connaissions rien. C'était aussi au tout début des années 2000. On connaissait le gène depuis 5-6 ans seulement. Et quand on a été confronté à ça, mon fils vivait à Luxembourg, ça a mis 3 ans avant qu'on ne l'envoie dans un centre de génétique pour poser le diagnostic de la maladie et enfin commencer ce qui a été un début de prise en charge puisqu'on était 20 ans en arrière et rien de tout ça n'a été fait. Et c'est après l'avoir suivi à travers le manque de lits, le manque de connaissances, être conduit vers un hôpital d'accueil pour un temps intermédiaire, pour revenir, finir ses jours à la maison parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil, qu'on s'est dit il y a quand même du travail à faire, à la fois pour partager les connaissances, pour accueillir les gens, pour soutenir les familles et pour aider ceux qui restent à domicile. Et c'est un peu ma vie avec Huntington. Comment on peut améliorer la situation des familles, des patients, en collaborant au mieux avec ceux qui ont la connaissance technique, c'est-à-dire le monde scientifique. Okay, merci. Est-ce que c'est mieux que tantôt? Merci Albert. Non, tout ce que vous dites est intéressant, hein? Soyons clairs. Oui. Mais c'est juste que je voulais vraiment une réponse à ma question. Mais après, Eddie, est-ce que... Eddie, bij jou mag ik het bij het Nederlands houden. Kan je net eens even toelichten en ook jouw traject met de ziekte? Ja, NET is de status voor neuroendocrine tumor. Dus dat is een ziekte die in feite te maken heeft met een hormonenproductie, een overheid aan hormonen. Bij iedereen is dat een ander hormoon meestal dat overgeproduceerd wordt. Doordat het in de endocrine cellen zit, worden alle organen die met endocrine cellen te maken hebben, kunnen daardoor aangetast worden. Dus je kan dus een NET hebben in praktisch alle organen van je lichaam. Bij mij werd dat vastgesteld in 2014. Zit dus in de primaire tumor in de pancreas. En doordat de diagnose wat later gekomen is het ondertussen uitgezaaid naar de lever. Dat is eigenlijk het grootste probleem ook van dus onze ziekte, is dat de diagnose heel lang uitblijft, waardoor dat men dan naar een ongeneeslijke ziekte, aan een ongeneeslijke ziekte komt. Dus eenmaal uitgezaaid is het niet meer te genezen. Hoe is dat bij mij verlopen? In 2013 had ik enorm veel last van diarree, wat ik trouwens nog altijd heb. En op een bepaald moment ben ik dus naar het ziekenhuis gegaan, eerst naar de huisdokter, dan naar het ziekenhuis en zo verder. Maar men vond niks. Dan heb ik persoonlijk zelf het initiatief genomen om een universitair ziekenhuis aan te schrijven en te zeggen van kijk, dat is mijn probleem, kan er mij daar een keer iemand te woord staan.
Ik heb het geluk gehad van een dokter te vinden die dat onmiddellijk heel serieus genomen heeft en de juiste diagnose gesteld heeft op korte tijd. Want na 1 jaar wist ik wat ik had. Voor de meeste mensen duurt dat gemiddeld 5 jaar. Dus vandaar op die manier. Ik zit nu in een traject, dus het is behandelbaar. Ik zit in een traject, een 3-maandelijks traject. Dus ik ga dus 1 keer of 3 keer per maand, of 3 keer in die 3 maanden bloedafname, 1 keer onder de scanner en ook nog 1 keer op consultatie in het universitair ziekenhuis. Dankjewel, Eddy. Ik heb begrepen dat er voor neuroendocrine tumoren al kenniscentra bestaan. Wie heeft die aangeduid? Ja, er bestaat dus een Europese organisatie, European Neuroendocrine Tumor Society, dat is dus, die dus in feite Centers of Excellence heeft opgericht. Dus ze hebben dus een protocol uitgeschreven voor ziekenhuizen die daar kunnen vrijwillig aan deelnemen om zich te laten erkennen als Center of Excellence. Dat is een heel serieuze procedure en dat wordt goed gecontroleerd. En wij hebben 2 zo'n centra in België, momenteel. We weten dat momenteel is er een derde dat probeert ook Center of Excellence te worden. En er is ook een ander ziekenhuis waar dat mensen naartoe gaan, of waar veel mensen naartoe gaan, laat het ons zo zeggen, maar dat eigenlijk niet erkend is als Center of Excellence door INITS. Dat is eigenlijk de moeilijkheid voor de patiënten, van ja, waar moet ik nu naartoe? Dus er zijn zogezegd expertisecentra, maar ja, die expertisecentra zijn dan in het centrum van België, laat het ons zo zijn. Dus als je bijvoorbeeld helemaal aan de kant woont, dan is dat al een heel stukje ver en dan, je weet eigenlijk niet goed wat je daar moet van verwachten, hoe dat je daar terecht kan en zo verder. Ja. Dankjewel. We gaan eens horen bij de zorgprofessional, bij professeur Laurence Boon. Vous êtes très actif dans divers réseaux et projets internationaux. En quoi consiste, selon vous, l'expertise? Oui, je gère avec le professeur Mika Vikula, qui est généticien à l'Institut de Duf, et Leo Schutzekoul, qui est radiologue interventionnel à Nijmegen aux Pays-Bas, le réseau européen de référence pour les anomalies vasculaires, VASCERN. Et ce qui est intéressant là, c'est que tous les spécialistes, on est maintenant 13 pays européens où on se voit tous les mois pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients. Quelle que soit la discipline, on essaye d'avoir toutes les disciplines parce que les anomalies vasculaires, ou ce que vous connaissez mieux sur le terme d'angiome, peut atteindre n'importe quel tissu, n'importe quel organe, que ce soit le cerveau, les organes internes ou les muscles, et vraiment altérer la vie quotidienne des patients. Et donc, on a besoin de toutes ces spécialités, de savoir ce que chaque spécialité peut apporter à l'autre. Et c'est vraiment ce côté interdisciplinaire où on discute ensemble du dossier du patient qui va permettre d'améliorer la prise en charge des patients. L'autre chose qui est très importante aussi pour nous, c'est qu'au niveau des ERN, on a également les associations de patients qui sont très importants et qui sont à chaque fois avec nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médecins connaissent la maladie, mais les patients vivent avec la maladie de façon quotidienne et ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut apprendre chacun l'un de l'autre comment améliorer cette prise en charge. Dans votre centre, des recherches exceptionnelles sont aussi menées sur les anomalies vasculaires. Ils ont été récompensés par le premier prix généré il y a quelques ans. Quelle est l'importance de la recherche dans les critères de reconnaissance selon vous? Parce que la recherche est importante pour pouvoir améliorer la qualité de prise en charge du patient. Il y a énormément de choses qui évoluent, surtout dans le domaine des anomalies vasculaires, puisque depuis, elle est génétique. Toutes les anomalies vasculaires sont génétiques, mais pas héréditaires. C'est 2 choses différentes. On a, en 2015, identifié qu'on pouvait, avec un médicament, traiter une malformation vasculaire. Et ça a été vraiment un changement radical dans la prise en charge, puisque quand on a commencé nos recherches en génétique en 1993, donc il y a pas mal d'années, on nous disait, mais
pourquoi vous voulez chercher, connaître le gène, de toute façon, c'est une malformation, ça va servir à rien. 30 ans après, on découvre que non, ce n'est pas le cas. On peut maintenant, avec des médicaments, améliorer la qualité de vie des patients. Et donc, ça a fait un changement énorme dans la prise en charge des anomalies vasculaires, d'où l'importance de la génétique et de la recherche. Et on a, dans ces réunions qu'on organise de façon hebdomadaire maintenant pour analyser les dossiers des patients, on a chaque fois le chercheur qui est également là pour voir s'il n'y a pas un nouveau médicament qu'on pourrait peut-être essayer parce que tout ce qu'on a essayé ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, appeler la firme pour l'avoir en compassionate pour pouvoir le prendre en charge à partir du moment où le côté éthique est évidemment acceptable. Gunther, ik ben benieuwd om uw eerste reacties te horen op wat we hier van deze 3 mensen alvast aan input krijgen. Ja, dank u wel. Merci pour vos histoires. C'est vraiment touchant aussi d'avoir des histoires personnelles. Parce que, bien sûr, ja, op beleidsniveau natuurlijk horen wij heel vaak de wetenschappelijke kant van het verhaal. Ook de vorige beleidsmaatregelen die al geïmplementeerd zijn, waar de hiaten zitten, welk werk er nog op de plank zit, daar denk ik dat we heel goed zicht op hebben. Maar wat zeer belangrijk is altijd de persoonlijke verhalen centraal te blijven houden, ook in het beleid. Ik denk dat dat ons uitgangspunt moet zijn en blijven. C'est aussi ce que le ministre Van den Broeke dit toujours, qu'on doit vraiment structurer la voix des patients plus dans nos systèmes et aussi dans l'évolution des processus de l'INAMI, par exemple. C'est très important d'avoir la voix structurelle des patients. Donc, merci pour ces témoignages aussi. Ik vroeg mij af, toen ik uw verhaal hoorde, hoe dat u de évolution, want u zegt votre histoire de votre fils, c'est vraiment touchant. Vous avez vu probablement une évolution très importante déjà. Est-ce que pour vous, ces évolutions, c'est vraiment un signal positif ou plutôt frustrant, ou c'est mixte? Comment vous avez perçu? Uiteraard. Oui, c'est une bonne question, elle est bonne et difficile à la fois. Si on entre dans ce débat-là, Gunther, je prends le risque que je vais sortir ma shopping list et tous les problèmes qu'on a rencontrés, je m'en suis abstenu. Mais on les garde pour la fin, on ne te laissera pas partir sans avoir entendu nos problèmes. Mais bon, il y a le drame familial, la perte d'un enfant, c'est quelque chose de terrible. Bien, c'était il y a 10 ans, après les 5 dernières années à domicile, de plus en plus pénible. Je n'ai pas insisté dessus, mais un malade Huntington a des déficits cognitifs, moteurs et comportementaux. Pour beaucoup de personnes, c'est la plus dévastatrice des maladies neurodégénératives parce qu'il dégénère complètement physiquement, mais garde la mémoire complète de ce qu'il a été. Donc il sait d'où il vient, il sait où il est, il sait où il va. Parce qu'il n'y a aujourd'hui aucun médicament d'aucune sorte pour le traiter. Donc on vit des choses très difficiles et le malade finit grabataire, en dépendance totale, et avec en plus, je vais dire, on ne meurt pas d'Huntington, elle est incurable, mais on ne meurt pas de ça. On meurt des effets collatéraux de la maladie, parce que le malade est tellement épuisé à la fin que son cœur s'arrête. Et si son cœur ne s'arrête pas d'épuisement, comme il ne sait plus avaler, il a le choix ou bien manger uniquement des choses mixées, des potions mixées ou des trucs très liquides, ou bien on fait une gastrostomie pour le nourrir à travers une sonde gastrique, ce qui est encore humainement encore plus difficile. Si vous nourrissez uniquement avec du mixé, il a besoin de beaucoup d'énergie pour son métabolisme. Il devrait prendre 3000 calories par jour. Prendre 3000 calories par jour quand vous ne savez plus avaler, que vous prenez seulement du mixé, vous devez augmenter avec des suppléments énergétiques, des protéines et du sucre. Quand vous ne savez plus avaler le sucre, il finit dans les poumons et il finit avec des infections pulmonaires. Donc les 2 principales causes de mort d'un malade Huntington, c'est arrêt de cœur successif à une infection pulmonaire. Et on a appris ça. Mais ce que j'ai appris personnellement,
c'est que devant la maladie, il y a une profonde injustice. Mon fils a été bien soigné, on a pu le suivre, il était sur la sécurité sociale luxembourgeoise. La belge, elle n'est pas mal, mais la luxembourgeoise est bien meilleure. Donc, il n'a eu aucun problème financier, il n'a eu aucun problème affectif. Il a pu finir sa vie tranquillement chez ses parents, dans un bon environnement. Et on s'est dit, le monde n'est pas juste. Il faut prendre soin de tout le monde et prendre soin des autres. Et c'est ça qui, à travers les problèmes, c'est un peu dur. Enfin, nous motive pour continuer. Et le combat pour la visibilité des maladies rares, pour la reconnaissance des maladies rares, et pour, à travers tous les plans, parce que j'ai beaucoup de respect pour le ministre Van den Broek et les gens autour de lui, notamment Rieder, etc. Son programme Mieux soigner, etc., c'est très très bon. Mais ces plans qui sont excellents pour des malades chroniques ne prennent pas place et ne font pas place suffisamment pour les malades rares. Et mais on va y revenir tout à l'heure parce que nous avons quelques idées. Alors, vous avez dit, et ça va être mon dernier point avant de laisser la parole aux autres, attention, j'ai prévenu, hein, me laisser parler, ce n'est pas un problème, me faire taire, c'est autre chose. Donc quand on entre dans ce débat-là, il faut se dire, c'est très bien de dire qu'il faut concerner les patients. Mais pour concerner les patients dans des grands projets, mais ils le font avec quels moyens, les patients? C'est très bien de dire les patients, c'est leurs associations qui les représentent. Ils n'ont pas les moyens, c'est des bénévoles, ils n'ont pas un rond, on ne les voit pas. Donc, quelque part dans les plans, j'ai lu votre le dernier appel d'offres pour le grand projet, qui est excellent. Mais ce grand projet, il parle des associations de patients, comment, il dit on doit les impliquer, il ne dit pas comment ni avec quels moyens, donc on devra en reparler. Et il ne fait pas de place spécifique aux maladies rares. Et je sais qu'à l'INAMI, je ne sais pas si on nous écoute de l'INAMI, mais on n'aime pas parler maladies rares parce qu'on dit qu'on ne veut pas traiter dans des silos. On veut traiter des problématiques globales. Mais si vous ne mettez pas les maladies rares dans des silos pour pouvoir les traiter, vous ne les verrez pas. Elles vont passer à travers les mailles du filet. Sciensano, dans ses dernières études, malades chroniques, ils font des belles publications. Malades rares, mais ils ne savent pas les interroger puisqu'ils ne savent pas les identifier. Donc il y a tout un projet sur lequel on travaille avec mes amis de la LUS, là, notamment, et on a écrit à votre ministre, on veut un cadastre des maladies rares, on veut un statut des maladies rares, et on aura l'occasion d'en reparler si vous me donnez encore la parole après. Mais merci de votre sympathie, ça me fait plaisir. Bon, vous pouvez entendre ici une forte demande de reconnaissance de l'expertise de la part de 3 experts par expérience. Nous l'avons également entendu très fort hier lorsque nous avons parlé aux gens de l'importance des soins multidisciplinaires et de la coordination de soins. Qu'en est-il de l'idée des centres d'expertise qui ont été tellement explicitement et fréquemment mentionné dans le plan belge des maladies rares de 2013. U hoort hier de sterke vraag naar erkenning van expertise. We hoorden dat gisteren ook heel sterk in de gesprekken over het belang van multidisciplinariteit en zorgcoördinatie. Maar wat is er eigenlijk gebeurd met dat idee van erkenning van expertisecentra dat zo sterk naar voren kwam in het Belgisch plan van 2013? Ja, dank u, Eva, voor deze interessante vraag, waar natuurlijk geen zeer simpel antwoord op bestaat, maar ik ga mijn best doen. Sinds 2013, sinds het plan Zeldzame Ziekte, zijn er een aantal stappen in die richting gezet. Er waren 3 koninklijke besluiten rond identificatie van expertise, maar met 3 verschillende niveaus. De functies zeldzame ziekte, de netwerken en de eigenlijke expertisecentra. La reconnaissance de 8 hôpitaux comme fonction maladie rare, bien sûr, a pris place. Et aussi le développement de réseaux de maladies rares est actuellement, c'est uniquement au niveau flamand que ça existe. Mais ce sont déjà des bons pas dans la bonne direction. La reconnaissance des fonctions a donné lieu à une meilleure organisation des soins pour les maladies rares au sein de ces hôpitaux concernés, mais bien sûr, et on doit être très, très clair par rapport à ça, une fonction maladie rare ne peut pas être un centre d'expertise pour toutes les maladies rares. Ce n'est pas la même chose, une fonction et un centre maladie rare. Donc,
il est important de faire cette distinction et il reste, c'est très clair, donc un besoin évident d'une identification d'expertise. Le ministre Van den Broek souhaite vivement prendre des actions concrètes qui peuvent être réalisées avec les outils disponibles au niveau fédéral. Et bien sûr, on pense automatiquement aux arrêtés royaux pour nommer des centres d'expertise, mais c'est pas très évident. Pourquoi pas? Ik ga verder gaan in het Nederlands, het gaat iets beter zijn. Dus sindsdien, sinds het plan Zeldzame Ziekte, is er de 6e staatshervorming die plaatsgevonden heeft. En dan maakt het er niet gemakkelijker op om uitvoering te geven aan dat koninklijk besluit. Waarom niet? De erkenning en het opstellen van erkenningscriteria is sindsdien bevoegdheid van de deelstaten. Is niet meer bevoegdheid van het federale niveau. Daar heeft de patiënt niets aan. Daar moet dus een andere oplossing voor gevonden worden. Dat is niet uitgesloten, aangezien het KB dat toen is opgesteld is wel degelijk organieke wetgeving, zegt men dan, dus door het federale niveau. Dus er kan daar nog voor gekozen worden voor die piste, maar dat is zeker geen gemakkelijke weg. Het is ook daardoor dat sinds de 6e staatshervorming in die jaren die ondertussen gepasseerd zijn, dat daar denk ik nog te weinig vordering in is gemaakt. Dus moeten we ons de vraag stellen, zijn er nog andere beleidsinstrumenten die ons kunnen dienen om op het federale niveau concrete stappen te nemen die op een aanvaardbare termijn, en dat is liever snel dan traag, voelbaar zijn tot bij de patiënt, concreet. En dan is er één beleidsinstrument dat daar zeer interessant toe lijkt en die piste wordt momenteel volop onderzocht en uitgerold. En dat is het kader van conventies bij het RISIF, de Convention à l'INAMI. Wat er eigenlijk gebeurd is de afgelopen tijd, is dat er samen met, en ik hoor dat professor Delcroix gisteren al heeft deelgenomen aan de andere gesprekken. Dus professor Marion Delcroix heeft met haar equipe van UZ Leuven samengewerkt het afgelopen jaar intens met het RISIF om eigenlijk vorm te geven aan een generiek kader voor conventies zeldzame ziekten. Uiteraard, er kan niet één conventie zeldzame ziekte, want er zijn zoveel verschillende zeldzame ziekten, er moet zeer veel specificiteit in gebracht worden. Ja, maar het is wel belangrijk dat er gewerkt wordt volgens dezelfde principes en met hetzelfde kader. En het grote voordeel, of wat wij zien als een voordeel, het heeft ook nadelen. Hè. Elke weg heeft voor- en nadelen. Maar het grote voordeel van de RISIF-conventies is dat als we erin slagen om op die manier expertise te identificeren, dan gaat dat ook direct gepaard met een handvat om voldoende financiering te voorzien voor de krachtlijnen die we in die conventie definiëren. Bijvoorbeeld multidisciplinaire zorg, bijvoorbeeld een case manager die het overzicht bewaart. Want natuurlijk, een centrum benoemen volgens KB als expertisecentrum gaat niet automatisch gepaard met een correcte of extra financiering van een aantal zaken. Dus in dat opzicht is het kader van werken via de ziekteverzekering op federaal niveau een alternatief dat wij zeer interessant vinden en waar we momenteel volop aan het werk aan zijn. Voor die conventies, we weten dat er voor een aantal groepen zeldzame ziekteconventies bestaan natuurlijk. En we merken bij patiënten die binnen zo'n conventie kunnen geholpen worden dat dat een heel groot verschil maakt, omdat ze inderdaad met een team mensen te maken hebben die vertrouwd zijn met de ziekte. Maar we weten ook dat die conventies voor de metabole, neuromusculaire, voor refractaire epilepsie, die worden met heel veel centra afgesloten.
die houden nog steeds geen concentratie van expertise in. Hoe kijken jullie daar tegenaan dan voor de toekomst, voor de volgende fase die we nu lijken in te gaan met de intenties die u net deelde? Het is zo dat de conventies voor de referentiecentra voor een aantal zeldzame ziekten die al bestaan, die zijn al, die bestonden al zelfs voor het plan zeldzame ziekten, een aantal. En het is absoluut zo dat bij het opzetten van een generiek kader voor zeldzame ziekten nu, dat niet zomaar een copy-paste mag zijn van hoe dat de conventies voor de reeds bestaande referentiecentra voor die groepen werken. Ik denk dat daar heel veel goede elementen in zitten en die moeten we uiteraard wel inbedden, ook in het generiek kader. Maar daar zit inderdaad ook een aantal aandachtspunten in en dat is, zoals u terecht zegt, Eva, niet met te veel centra werken, want dan krijg je automatisch opnieuw een versnippering van expertise. Dat is 1. En 2 is de rol van de patiënt vanaf het begin, en dat is wel wat ik een heel sterkte vind in deze conceptuele fase waar we nog in zitten, met het team van UZ Leuven, wat daar al hard aan heeft gewerkt, dat de patiëntenverenigingen vanaf het begin zeer nabij betrokken worden. Wat zijn de noden en waar moeten de accenten gelegd worden? En ik denk dat we daar op moeten inzetten. Als je dat kunt, kort. Kort nooit, maar kom. C'est très intéressant parce que l'expérience que nous avons, donc il existe une convention pour maladies neurodégénératives qui regroupe Huntington, la sclérose latérale amyotrophique, Charcot, et la sclérose en plaques. Et elle a démarré avec une convention. Elle a heureusement été maintenue au niveau fédéral lors de la 6e réforme de l'État, et ça posait des gros problèmes, puisque toute la partie CURE relève du fédéral et la partie CARE relève des régions, ce qui allait tout compliquer. Et heureusement, tout a été maintenu au niveau fédéral avec un tour de bypass pour faire circuler les financements. Très bien, on est content. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire on a maintenant 12 ans d'expérience. Cette convention a démarré 2009 avec ce qu'on a appelé la convention de base, qui concernait une trentaine de lits. Très vite, il est apparu que la convention de base, je parle pour le pays entier, hein, c'est plus que 35, c'était une cinquantaine de lits, je crois. Et très vite, il est apparu, après 2-3 ans, que ce n'était pas assez. Donc, à la convention de base, qui prévoyait un petit financement, un petit soutien pour meilleur accueil et meilleur équipement pour les malades, on a ajouté une convention dite la complémentaire. La complémentaire prévoyait les mêmes services de suivi dans des maisons de repos et de soins, le passage du neurologue, etc., la même organisation, mais pas le financement. Ce qui fait que les maisons de repos ne voulaient pas accueillir les malades, hein, on comprend, pas de financement. Et puis, il est apparu que ce n'était quand même pas assez, et donc on a dit, mais il y a tous les malades qui sont là et qui attendent, ben on a ajouté une convention domicile. Très bien, le 3e volet, et la convention domicile, elle est co-signée par les 2 hôpitaux, je parle de la région francophone, mais la même chose exactement en Flandre, hein, au même moment. Et donc, les 2 hôpitaux ont signé conjointement avec l'association de patients, cette convention domicile qui organise le même service à domicile pour les patients qui doivent y rester. Mais de nouveau, sans aucun financement, ni pour les équipements, ni pour le suivi, ni pour les frais. Alors, c'est très bien d'avoir dit on a des bases de convention, mais on rigole, quoi. Hein, les faire tourner, c'est tout. Nous avons 2 travailleurs sociaux qui couvrent l'ensemble de la région wallonne et Bruxelles. Hein. Bon, donc il y a ce point-là. Et alors, je vais clôturer là-dessus. Nous avons de l'expertise accumulée au fil des années sur le fonctionnement des conventions. Nous et les maisons, les 2 hôpitaux, le Beauvallon à Namur et le Péry à Liège, qui ont conduit cette expertise, nous avons un input important à donner dans l'évaluation. Avant de construire du nouveau, regardez quand même, si possible, est-ce qu'on ne peut pas corriger des trucs qui existent déjà de façon à construire sur de l'existant. Parce que, et ce sera mon dernier mot, Huntington, c'est 1000 à 1200 malades en Belgique. 300 environ sont en stade critique, auraient besoin d'être pris dans des structures d'accueil spécialisées. Il existe 85 lits pour le pays, c'est tout dire. Mais alors je prends Bruxelles, et c'est le tout dernier. Bruxelles, c'est 1 100 000 habitants, c'est 110 malades, c'est 35-40 qui sont en stade avancé, qui auraient besoin de prise en charge et de soins. Il y a 0 structure d'accueil sur Bruxelles.
on peut aussi imaginer qu'il y a du travail à faire. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Dankjewel, Albert. Ja, de passie en de relevantie van wat u vertelt is altijd heel treffend. Mijn antwoord is... Ja, nee. Sorry dat ik u daarmee misschien soms druk geef. Maar wat natuurlijk wel het feit is, is dat voor Huntington bestaat er een conventie, bestaan er... en eigenlijk voor het merendeel van de zeldzame ziekte bestaat er niets. Er bestaat geen conventie, geen bedden en er zijn nog neurodegeneratieve aandoeningen. Denk maar aan MSA, die voorlopig nog niet een plek heeft en ja, waar de mensen eigenlijk een beetje een gelijkaardige traject doorlopen. Dus ja, er is inderdaad, en daar kunnen we het helemaal over eens zijn, nog werk aan de winkel. Dat is u niet vreemd. Hè. Ik wil misschien toch even terug overgaan naar Eddy en horen. Eddy, kan je eigenlijk eens toelichten, wat zijn de risico's van het feit dat iemand niet de juiste expertise zou vinden, een net-patiënt? Wat voor risico's zijn er? Ik weet dat ik al eens het woord Dodagat-kanner heb horen vallen en dan vraag ik me af, ja, wat is daar nu zo belangrijk aan en waarom kunnen we dat niet overal vinden? Het is eigenlijk zo dat momenteel, op de laatste jaren, is er een enorme vooruitgang geboekt op het gebied van nucleaire geneeskunde. In dat geval dus, waar dat men zowel de behandeling, maar ook dus de diagnose kan stellen, of een vervroegde diagnose kan stellen voor bijvoorbeeld de neuroendocrine tumoren. Dus als men nu... Dus iedereen weet, een afdeling nucleaire geneeskunde, dat is niet in alle ziekenhuizen zomaar voorhanden. Dus als men op een vluggere manier, of veel vlugger, de juiste diagnose kan gesteld krijgen, laat ons zeggen, in de hoop dat in het beste geval, voordat de uitzaaiingen er zijn, dan wordt net een geneeslijke ziekte in plaats van een ongeneeslijke ziekte. Dus ik denk dat dat wel het grootste voordeel is dat men daarmee zou kunnen hebben. Dus als men dat op die manier, en als dat zou bijvoorbeeld mogelijk zijn in een expertisecentrum, of als die centra zouden aangeduid zijn, dat die mensen daar onmiddellijk naartoe verwezen worden, want zelf moet je dat niet vinden, je moet daar naartoe verwezen worden door je behandelende arts, dan zou dat inderdaad een hele grote vooruitgang kunnen zijn. Ja, ik denk dat we daar wel aan een beetje de kern van de problemen van veel patiënten raken. Hè, dat ze eigenlijk maar stoemelings, bijna per toeval uitkomen op de beste expertise en dan al wel heel wat tijd verloren zijn. Wij krijgen ook heel veel helplijnvragen bij Radiorg, precies daar rond, hè, van waar vind ik de beste expertise voor mijn zeldzame ziekte. Si nous recherchons dans Orphanet un centre d'expertise pour une maladie donnée, vous trouverez généralement une liste des 8 fonctions relatives aux maladies rares, mais une reconnaissance en tant que fonction maladie rare ne dit rien sur l'expertise spécifique que possèdent les 8 centres. Donc, pensez-vous, Monsieur Guyzen, pensez-vous que cela pourrait changer si le ministre parvient à concentrer l'expertise? Ja, het lijkt mij inderdaad noodzakelijk dat wanneer we erin slagen om expertise te identificeren en beter te concentreren, dat zich logischerwijs ook moet vertalen in bijvoorbeeld de opleiding op Orphanet, die vandaag, ja, sinds 2019 staan daar de centra die deelnemen aan de ERN's, staan daar opgelijst, met de vermelding er wel dan bij dat het niet gaat om een officieel aangeduid of erkend expertisecentrum, maar aan een deelnemend centrum aan de ERN's. En ja, dat stoot natuurlijk, of dat botst op een beperking. Dat leidt een beetje tot verwarring. Zoals ik daarnet al toelichtte, moeten we immers het onderscheid tussen enerzijds functies en anderzijds expertisecentra, moeten we dat in het achterhoofd houden. Dat is 1. En 2, we zien als we kijken hoeveel Belgische centra er deelnemen aan de ERN's,
dat er eigenlijk buiten verhouding veel zijn eigenlijk. Het zijn in de 90 Belgische centra, expertteams, die deelnemen aan alle 24 ERN's. Als we kijken naar de andere lidstaten in Europa, dan zien we, als we uitgaan van de prevalentie van zeldzame aandoeningen en ons inwonersaantal, dat een oververtegenwoordiging is. Dat illustreert een beetje... er is heel veel goede expertise in ons land, maar het illustreert een beetje het risico op versnippering als er te veel expertenteams deelnemen. En ik denk dat de oefening enorm samenhangt van die verschillende zaken. Dus enerzijds nationaal de expertise beter identificeren en anderzijds dat dan ook beter afstemmen op deelname aan de ERN's en vice versa, de expertise die bij de ERN's zit en verder versterkt zal worden, dat ook weer goed inbedden in ons nationaal gezondheidssysteem. En ik denk dat die wisselwerking essentieel is en dat ook bijvoorbeeld de oplijsting met Orphanet daarmee samenhangt. Ja, want we hoorden zo net al van u dat het internationale niveau voor de neuroendocrine, dat het internationale netwerk eigenlijk helpt om kenniscentra in België te identificeren die weliswaar niet officieel erkend zijn, maar vous avez la même expérience avec Vaskern. Pouvez-vous expliquer comment ça se fait pour identifier l'expertise pour les anomalies vasculaires? Comment ça s'est développé avec... Au niveau des anomalies vasculaires, donc au niveau Vaskern, on gère les anomalies vasculaires. Il y a une partie qui est l'association de patients, il y a l'Osler-Weber rendu, il y a la maladie des gros vaisseaux, des petits vaisseaux et des moyens vaisseaux, les lymphœdèmes, et maintenant on a rajouté les neurovasculaires. Et tout ça forme Vaskern, donc tout ce qui est vasculaire. On a créé des critères pour les centres d'expertise où il doit avoir un nombre suffisant de patients par an, de nouveaux patients par an. Il doit avoir un centre multidisciplinaire avec au moins 5 disciplines différentes et que ces médecins parlent ensemble d'un dossier et pas juste envoient le patient chez chaque spécialiste. Qu'il doit y avoir également de la recherche. Et puis on a des centres associés qui, eux, voient moins de patients et ont des critères moins importants, mais qui peuvent être à ce moment-là associés. Donc au niveau Vaskern, on a créé ces critères pour pouvoir identifier. Je pense que ce n'est pas le cas pour tous les ERN, mais nous, on a déjà fait pas mal de travail dans ce domaine-là. Très intéressant. Je crois que le grand défi va être d'avoir des critères objectifs pour les conventions. Dylamie, ça va être la même chose. Et c'est l'exercice qui est, je crois, qui va prendre le plus de temps pour vraiment avoir des critères objectifs. Ouais. Et c'est par des initiatives comme le vôtre qu'on doit vraiment prendre la connaissance qu'on a déjà pour voir quels critères vont servir le but. Oui, je pense qu'il faut qu'on collabore, qu'on travaille ensemble. Et la Belgique fait partie des ERN. On a énormément, comme vous avez dit, d'ERN belges dans ces ERN européens, ce qui est une chance pour notre pays. Et ce qui a déjà été fait au niveau européen, c'est dommage de devoir le refaire à la base au niveau belge. Donc il faut qu'on collabore et que pour pouvoir avancer de façon plus efficace. Et par exemple, au niveau de l'efficacité des ERN, on a créé pour les anomalies vasculaires, chaque pays a des fascicules pour une maladie particulière. Mais ce que fait maintenant Vaskern, c'est qu'il va traduire, pas refaire du début, mais on l'a dit à tous les centres européens, et on va traduire simplement ces fascicules pour que toute l'Europe puisse en bénéficier. Comme ça, chaque centre va pouvoir après faire des fascicules pour d'autres pathologies, puisque dans notre cas, dans les angiomes, on a 40 maladies différentes. C'est un des exemples pour montrer l'efficacité de travailler ensemble. Et je pense que Maria peut encore plus en parler. La complémentarité, c'est le réseau national que Vaskern est aussi en train de développer dans les différents pays
il y a un centre de référence, il y a un réseau établi dans les pays, et ces centres de référence fonctionnent comme lien entre les deux différents réseaux. Donc, il y a toute l'expertise au niveau régional qui va être traduite, transmettre dans le réseau national. Mais ici en Belgique, il nous faut encore le réseau. On parle des réseaux flamands qui ne sont pas encore là. Par rapport à l'organisation des IRN, les réseaux wallons ne sont pas du tout là. Donc, on doit aussi prendre ce réseau national dans les conventions et pouvoir alors établir ces différents niveaux pour pouvoir partager l'expertise. Parce que, par exemple, pardon. Je voulais dire, parce qu'effectivement, pendant que vous parliez, j'ai juste pris une note, parce que quand aux États-Unis, où donc la communauté Huntington existe depuis 60 ans, donc ils sont bien en avance, ils ont tout un processus pour agréer des centres d'accueil. Je ne parle pas des centres d'expertise, mais il y a toute une série de critères nécessaires pour être un centre d'accueil reconnu. Et c'est pratiquement une adjudication par voie légale qui fait, s'ils n'ont pas les critères, ils ne peuvent pas être centre d'accueil. Et ça, on peut le partager parce que je peux retrouver sans difficulté. Et on n'a pas ça chez nous. Hein. Nos centres d'accueil, ils sont bons, on en est content, mais ce n'est pas ce niveau-là. C'est intéressant. Mais je peux aller dans le même sens parce que maintenant, parce que j'ai été présidente de la Société internationale sur les anomalies vasculaires, l'ISSVA, qui est mondiale. Et maintenant, comme ils voient... parce qu'au congrès qui a lieu tous les 2 ans, on a parlé de Baskern, qu'ils ont vu qu'on a des centres d'expertise et des critères pour ces centres d'expertise. C'est quelque chose qu'ils vont maintenant effectuer aux États-Unis. Et ils vont utiliser les mêmes critères que ce qu'on a fait. Alors qu'avant, ils considéraient il y a 5 ans que ce n'était pas possible de déterminer qui était un centre d'expertise. Donc, il y a des choses qui avancent et je pense que c'est vraiment très, très bien. Ja, ik denk dat we heel veel kunnen leren van die internationale netwerken. Of het nu in de IRN's is of daarbuiten, zoals bij jullie. Ik weet ook uit eigen ervaring dat voor tubereuze sclerosecomplex er eigenlijk enorm veel... er bestaan netwerken voor. Het is een van die typische multisysteemziekten die in de IRN's eigenlijk overal een beetje tussenvallen, precies omwille. Maar er bestaat wel een topnetwerk die ook richtlijnen schrijven, die makkelijk naar hier kunnen teruggebracht worden enzovoort. Dus ik denk inderdaad dat het internationale een heel groot deel van het werk al heeft verricht. We wachten inderdaad op het toepassen van diezelfde zaken in België dan, hè, van erkenning van expertise. Peut-être encore une chose aussi au niveau de ces centres d'expertise, c'est que bon, nous, on voit à peu près 380 nouveaux patients par an avec des anomalies vasculaires. Ça ne veut pas dire qu'on garde ces 380 patients dans notre centre d'expertise. On travaille avec des référents en Flandre qui ne sont pas officiels, mais on sait qu'on travaille avec eux de façon régulière, avec des référents en Wallonie, avec même d'autres hôpitaux dans Bruxelles, petits ou grands, ou des médecins, plus spécifiquement des médecins particuliers, parce qu'on veut que le patient puisse être le plus près de chez lui. Et si c'est possible qu'il soit traité près de chez lui, mais on va stimuler ça. On a des patients qui viennent d'autres pays européens, mais si on connaît un centre d'expertise qui peut vraiment pouvoir le traiter, c'est ce qu'on va faire aussi. Donc voilà, je pense que c'est bien de pouvoir reconnaître ces centres d'expertise pour avoir déjà dans notre domaine le diagnostic correct, ce qui n'est pas évident, et puis de discuter avec le médecin, le généraliste ou le médecin spécialiste près du patient de la meilleure prise en charge et de quand est-ce que nous, on doit le revoir. Je ris parce que c'est dans notre shopping list qu'on a envoyé au ministre. Ik zou nog een ander aspect eigenlijk van belang van expertise willen onder de aandacht brengen. En dat is, we hebben een onderzoek gedaan samen met VPP, LALUS en Radiorg, waarin we aan het licht brachten dat patiënten vaak moeilijkheden hebben om toegang te krijgen tot bepaalde therapieën. Precies omdat verzekeringsartsen de voorschrijvende specialist niet volgen. Hè. De verzekeringsarts heeft uiteraard niet zoveel kennis van een specifieke zeldzame ziekte. En toch
worden er een beetje stokken in de wielen gestoken tot een vlotte implementatie van de adviezen van een specialist. Die specialist is uiteraard niet erkend tot op heden. Dat leidt tot frustratie bij patiënten, maar ook bij zorgverstrekkers. En een enorme energie moet daar naartoe gaan, naar veel extra administratief werk. We hopen natuurlijk dat die concentratie van expertise hier ook iets aan kan bijdragen, kan verhelpen. Dat erkende expertise eigenlijk de deur vlotter kan openen naar alles wat de patiënt ook effectief nodig heeft, zonder dat een verzekeringsarts het gaat afremmen. Kan u daar iets op... Wat denkt u daarvan? Ja. Ik denk twee aspecten. Eén, zo dadelijk wat dieper in, en daar knelt het schoentje, denk ik, specifiek rond zeldzame ziekten. Anderzijds toch even stellen dat voor de globale ziekteverzekering in het algemeen, dat het natuurlijk een heel belangrijke taak is die de verzekeringsinstellingen hebben en die de adviserend artsen hebben om een bepaalde controle of tussenstap uit te oefenen en niet automatisch. Voor een aantal types verstrekkingen is het nu eenmaal noodzakelijk om die stap van bewaking voor het budget van de ziekteverzekering wel in te bouwen. Maar, en daar ben ik helemaal mee akkoord, als er een duidelijke identificatie van expertise is, zeker in het geval van zeldzame ziekten waar de specifieke kennis onmogelijk aanwezig kan zijn bij de adviserend artsen over elke aandoening. Dat is onmogelijk, dat is helemaal ook hun taak uiteraard niet. Is het logisch dat indien die expertise zeer goed geïdentificeerd is, dat die zorg ook automatisch terugbetaald wordt. Uit ervaring van reeds bestaande conventies en samenwerkingen met het college van artsen-directeurs van de verzekeringsinstellingen weten we dat als er een duidelijk kader is, dat daar effectief meer efficiëntiewinst, automatisering, minder administratieve tussenstappen en ook tegenstrijdige beslissingen genomen worden. Dus ik denk zeker dat daar een opportuniteit in zit, ook als we kunnen inzetten op het generiek kader voor de RISIF-conventie zeldzame ziekten. Et c'est également ce qu'indique la note politique de 2022 par rapport au renforcement de l'expertise médicale du collège des médecins directeurs, ce que j'ai dit, des organismes assureurs, mais surtout le fonctionnement du collège des médecins directeurs en coopération avec les partenaires afin de promouvoir la continuité et aussi la conformité dans la prise de décision concernant les soins de santé complexes des maladies rares. Et cela doit conduire, et je cite dans la note politique, conduire à une mise à jour du système des conventions, donc aussi des futures conventions, ce qu'on veut élaborer. Allez. Non, mais c'est intéressant. Hein. On a demandé, dans la note dont Eva fait référence, on a demandé, mais très simplement, que à l'INAMI d'une part, dans les mutuelles d'autre part, et dans les compagnies d'assurance, qu'il y ait l'obligation d'avoir un référent maladie rare. Même s'il ne sera pas expert dans toutes les pathologies, mais au moins, il verra ça avec les yeux de quelqu'un qui sait ce que c'est une maladie rare. Et ce serait déjà un grand progrès. Parce qu'on parle de l'INAMI et de l'organisation, très bien, mais dans les compagnies d'assurance, c'est la même chose. Il y en a qui disent oui, l'autre disent non. On est accueilli comme ça dans une, et pour la même pathologie, c'est non dans l'autre. Donc, quelque part, de dire, dans votre liste de credentials, vous êtes obligé d'avoir un référent maladie rare, et bien ce serait pour nous un progrès simple, facile à réaliser, mais qui serait certainement utile. Dat was een zeer, zeer goede opmerking, denk ik. Dank u wel daarvoor, Albert. We zijn bijna aan 12 uur aangekomen en ik denk dat we eigenlijk nog heel veel verder zouden willen kunnen praten. Maar ik heb één vraag voor u. Denkt u dat we
er gaan komen om een resultaat te zien van jullie intenties, voordat we weer in volle verkiezingsmodus geraken. Want jammer, maar helaas is dat ook een beetje een realiteit waarop we elke keer ook wat gepakt worden bij de uitvoering van bepaalde politieke intenties ook en beleidsintenties. Gaan we er geraken? Gaan we er geraken naar wat de uiteindelijke uitkomst moet zijn binnen de komende 2 jaar? Nog niet. Hè. Dat is onmogelijk om binnen 2 jaar voor alle zeldzame ziekten te geraken waar dat we moeten uitkomen. Waar we absoluut de intentie hebben om te geraken nog deze legislatuur, is om eigenlijk de krijtlijnen uit te zetten en te verankeren in de systemen van de ziekteverzekering, zodat, en dat moet de bedoeling uiteraard zijn van een beleid op lange termijn, zodat bij een volgende beleidsperiode die krijtlijnen verder uitgevoerd kunnen worden, vormgegeven worden, met de accenten van een andere minister natuurlijk, maar we moeten verder kunnen denken dan 1 legislatuur. Maar we moeten ook realistisch zijn dat we nog binnen deze legislatuur concrete stappen willen zetten die de structuren vormen om dan de volgende stappen, om daar uitvoering aan te geven. Dat is de ambitie, omdat we ervan overtuigd zijn dat elke patiënt recht heeft op het beste. En zoals Albert ook heel mooi gezegd heeft, dat zeldzame ziekten niet mogen opgaan puur in het beleid rond chronische aandoeningen, maar dat een specifieke beleidsaccenten nodig heeft. Ja, ik denk dat pour cela, on peut que vous remercier parce que ça, c'est vraiment le fait que nous sentons depuis des années que parfois les maladies rares sont mises ensemble avec les maladies chroniques comme s'il n'y a aucune différence. Il y a une grande différence, c'est le manque de connaissance de la plupart des professionnels de santé, évidemment, et c'est normal concernant ces maladies. Donc, je pense qu'on peut apprécier très fort que vous mettez en avant vraiment les maladies rares comme quelque chose qu'il faut donner un accent très différent et de l'attention différente on top of the chronic care. Bon, on va vous suivre avec vos actions qui suivent et on va être proche pour vous poser des questions, je pense. We gaan u blijven aan uw mouw trekken en bijdragen, input geven, vragen stellen. En samenwerken verder. Absoluut, want er zijn enorm veel initiatieven al die we ook kunnen naar voren schuiven om u inspiratie te geven en modellen aan te reiken. En ik denk dat we daarmee heel veel goesting, met heel veel passie ons verder samen willen achterscharen. Om te helpen dat we binnen dit en x jaar zover mogelijk staan. Dank u om met dit gesprek ons op zijn minst op dat pad te brengen naar het stoppen van die wachttijd. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel, iedereen. Merci beaucoup. Bedankt. Merci.